objection. Bon, pourquoi j'ai pris ce service et pourquoi le chaos engineering? Donc, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait un talk sur la cybersécurité avec Pacous, coup de suite, comment on auditait. J'essaie de donner des outils pour pouvoir remonter la qualité de nos propres delivery, pour pouvoir s'auditer aussi nous-mêmes. Et AWS Fault Injection, c'est un service qui est facile à prendre en main. Si vous connaissez AWS ou si vous ne le connaissez pas, après vous économisera une formation de 2 heures ou 3 heures sur quelques gros à 35 euros. Le fait juste qu'on en discute. C'est relativement simple, c'est fait pour être simple et à la fois ça fait le café. L'idée de Chaos Engineering, c'est aussi de se dire, en ce moment, enfin, ça fait des années, c'est un peu comme la cybersécurité, tout le monde en parle, très peu en font. On est beaucoup, je trouve, sur le management par les badges. C'est-à-dire, moi je veux faire du green ops, ok, je fais du green ops, ok, mais tu fais quoi? C'est quoi ta démission d'empreinte carbone? Et à peu près le Chaos Engineering, c'est pareil. Tout le monde en fait, ok, t'en fais où? J'en fais un test. Tu es allé en pré-prod? Ouais, j'ai une équipe, ils sont matures, on est allé en pré-prod. Et on va essayer d'expliquer aussi pourquoi il vaut mieux prendre des tests qui fonctionnent et un scope que vous maîtrisez et qu'il faut le faire sur de la production. Parce qu'en vrai, l'utilité de ce genre de méthode, c'est d'avoir confiance à la fois en ses propres développements, en ses équipes, et dans tous les cas, rien n'est parfait. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'est sûr que si on se met des œillères et qu'on n'y va pas à fond, on ne va pas tout trouver. Donc après, bien sûr, c'est le jeu des responsabilités, c'est un peu se dire, si c'est moi qui fais tomber, c'est moi qu'on va venir voir. Donc c'est un peu une histoire de culture aussi, il y a de l'outil et de la tech, mais il y a quand même pas mal une culture aussi derrière sur vos équipes, sur le droit à l'erreur, et sur apprendre de ses erreurs pour être meilleur le lendemain. Allez, on va passer un petit peu d'histoire, une petite définition. Surtout, l'histoire, moi j'étais assez surpris quand j'ai repris un petit peu les slides, c'est de se voir à peu près, donc après c'est toujours pareil, hein, c'est des termes. Chaos Engineering à 83, moi j'avais un an. Déjà, qu'est-ce que c'est le Chaos Engineering et pourquoi Chaos Engineering? C'est un peu comme j'avais vu un reportage à la télé en disant le premier livre a eu lieu, c'est l'épopée de Gilgamesh. En fait, c'est une pierre, c'est pas un livre. Là, oui, mais en vrai, c'est les premiers tests de résilience qui sont générés de manière aléatoire. Donc là, sur le premier en 83, il y a Steve Capps, en fait, et on va voir qu'au final, sur les années, on n'a pas vraiment progressé dans la philosophie ou le mindset. Il y a des manières de le faire et de l'implémenter, mais le mindset, il est vraiment là de base. C'était que sur MacPaint et MacWord, je crois, je ne sais pas exactement, MacPaint sûr, ils développaient et ils avaient des erreurs et des problèmes d'espace mémoire, parce qu'il fallait vraiment coder au bloc près. Et il a généré un produit qui va lui générer une interface utilisateur, qui va faire des comportements aléatoires d'utilisateur, pour essayer justement d'avoir son code le plus robuste possible. Donc déjà en 83, il y a un mec qui avait l'idée, bon il travaille chez Apple, donc vous verrez, hein, c'est pas des gens pas connus, en principe, qui vont influencer le courant. Mais voilà, donc on peut avoir Steve Capps qui va être lui un peu au début. Moi j'ai vraiment entendu parler, et sûrement vous aussi, Chaos Engineering pour Netflix. La Monkey Army, toute la culture d'entreprise arrive à ce niveau-là. Par contre, les initiatives, les équipes de 2-3 personnes de développement confidentes, ça a commencé déjà il y a plus de 40 ans. Amazon, donc voilà, donc ça, c'est aussi pour vous montrer que les mots, quand on fait la philosophie, quand on refait la rétrospective, les mots sont assez importants. Sur Amazon, ils appellent ça Game Day. Donc ils ont créé un Game Day, et vous allez voir maintenant, ils le reprennent souvent. Ils font des Game Day, c'est sur forme de jeu plus ludique, pas que sur le Chaos Engineering, il y a des Game de Chaos Engineering, mais c'est plutôt apprendre de manière ludique. Et le terme, il avait déjà été annoncé en 2003. Donc l'idée, c'était pareil, de faire des tests aléatoires en équipe, cette fois-ci-là, pour améliorer la robustesse d'un site qui est le site d'Amazon. Autant vous dire que les millions d'utilisateurs en décembre, on a toute l'histoire, hein, la robustesse pour eux, ils ont un pic qui est sur la fin de l'année, sur les fêtes de fin d'année et sur le Black Friday. Donc ils sont obligés d'avoir une infrastructure résiliente, et on reviendra après aussi sur les termes de résilience. C'est qu'une entreprise qui fait des milliards de chiffre d'affaires ou des millions de chiffre d'affaires sur quelques jours, elle ne peut pas se permettre d'avoir une indisponibilité. Nous, dans certains cas, on peut se permettre. Donc c'est pour ça que les notions de découplage ou de test de résistance, il faut les adapter là où il y en a besoin. Bon, après, bien sûr, 2003, Amazon sort quelque chose, ça a dû fuiter chez Google. Et du coup, 3 ans après, Google sort la méthodologie qui ressemble un peu à la même. Donc on voit toujours, il y a toujours quand même la course Amazon, Google, que ce soit sur les clouders. Et ils sortent donc un logiciel qui s'appelle Tirt. Eux, ils ont un logiciel différent. Et après, bon, on connaît tous, hein, Netflix avec Nora Jones, je ne sais pas si vous avez lu, ils ont écrit des livres, mais du coup très intéressants, toutes les talks qu'ils ont fait de Nora Jones, vous les trouverez sur internet.
Et là, vraiment, on élargit la discipline à une culture d'entreprise. C'est-à-dire que chez Netflix, vous regardez la nébuleuse de l'ensemble des microservices qui composent la plateforme, ils font du chaos engineering as a service. Et en France, on commence aussi à avoir des sociétés françaises de type Mano Mano, je ne sais pas si vous les suivez aussi, qui font du chaos engineering as a service, 2-3 fois avec des campagnes, 2-3 fois dans l'année. Donc ils commencent déjà à avoir une bonne maturité, ils sont capables aussi d'aller sur de la prod, et ils vont tester leurs équipes. Bon, la définition, hein, moi j'ai parlé beaucoup de résilience, mais si on veut résumer, c'est une discipline qui va permettre en gros de renforcer la confiance en la disponibilité de nos systèmes. C'est-à-dire qu'on va lui faire subir toute une batterie de stress et de tests pour éprouver une configuration qu'on pense être la bonne. Donc on va aussi s'éprouver ses propres compétences, et c'est ça un peu qui est compliqué, c'est que si on fait tomber quelque chose qu'on avait dit, ne t'inquiète pas, 99,99% de disponibilité, vous arrivez, vous lancez un petit programme en Python ou un petit en 3 clics, vous arrivez à lancer une moulinette qui fait tomber l'ensemble d'une applicatif ou même 10 applicatifs dans le SI. On verra à peu près des effets de rebond. C'est un peu problématique en termes de mindset, mais tout ce que vous corrigez, vous le faites tomber une fois, mais ça n'arrivera plus jamais. Vraiment, il faut le voir de manière proactive en disant, si je ne l'avais pas fait tomber, ça serait arrivé un jour, et il aurait fallu que j'appelle mes collègues, que je réunisse mes équipes de sécurité, que je réunisse mes ops, peut-être que ça aurait été le soir à 23h, là vous êtes prêts, ça va peut-être tomber, mais il y a les gens pour analyser, pour en tirer des leçons et que ça se reproduise pas. Et ça, c'est simple à dire, mais c'est pas facile à mettre en place. Monkey testing, ouais, donc ça c'était, c'est vraiment le. Je n'ai pas appuyé sur le mot monkey, mais parce qu'après on a les Siemens Army, etc. et vraiment tout autour des singes. Mais en Apple, vraiment son logiciel, il s'appelait Monkey. C'est pour ça. Dès ce départ-là, il a été parti sur le singe qui appuie de manière aléatoire sur un clavier, qui fait un peu n'importe quoi et qui vous fait du chaos dans le clavier. Donc là, bon, c'est cette partie-là, c'est. Vous connaissez notre cher ami Werner Vogel. En termes d'architecture, il dit de toute façon, il y a tout qui tombe tout le temps. Même Amazon, c'est quand même un des géants dans le monde, ils ont un gros système de résilience. Et ils nous disent, en gros, si vous perdez une AZ, si vous perdez quelque chose et que vous n'avez pas mis en place la résilience par design, par architecture, c'est votre souci. Donc ça, même si c'est pas notre souci, vous dire oui, mais on a quand même des contrats. C'est-à-dire que pour un site qui rapporte des millions d'euros, vous allez peut-être payer 1000 euros de C2. Si jamais une AZ tombe, ils vont vous rembourser les 1000 euros de C2. Mais vous, votre problème, c'est de garder votre business actif et de pouvoir toujours continuer à avoir plus d'utilisateurs. Donc aussi, avoir une infrastructure adaptable qui réagit suivant les comportements utilisateurs. À part quand vous avez des utilisateurs, vous les connaissez vos utilisateurs, vous savez où est-ce qu'ils habitent, vous savez exactement où est-ce qu'ils sont limite dans votre SI, vous allez les voir sur vos collègues. Quand vous avez des millions d'utilisateurs, autant vous dire que vous faites du chaos engineering en live quelque part. Vous êtes déjà sur des gens qui vont tous avoir un comportement erratique et qui vont éprouver votre code à chaque fois importante. Le chaos engineering, ça nous permet de valider le niveau de résilience, ça c'est la première chose. C'est que souvent on voit sur les DAT, les documents d'architecture, mon architecture elle est résiliente à 99,99%, j'ai 2 data centers, j'ai une reprise par failover avec mon health-check, etc. Mais c'est jamais testé. Donc il y avait aussi une expérience, et comment ça s'appelle, un exemple concret chez des clients. Vous avez une infrastructure, ça marche aussi pour les plans de reprise d'activité. Si vous ne testez pas vos plans de reprise d'activité, vous n'êtes pas sûr qu'ils marchent. Si vous ne testez pas vos backups, on disait il y a 20 ans, en fait pour l'informatique, ça ne change pas vraiment. Il y a 20 ans, on disait si vous ne testez pas vos backups, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez restaurer vos backups. Ok, mais ça on le sait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait souvent? On met un système applicatif en place, le nouveau DSI qui arrive, on fait un PERA pour lui montrer que ça marche. Et après, le système il va évoluer. Dans une année, entre le début de l'année et la fin de l'année, vous n'allez pas faire un PRA tous les mois. Déjà, si vous en faites un tous les ans, c'est déjà bien. Et déjà, en une année de temps, vous allez avoir des microservices qui vont venir, des interfaces, il y a des gens qui vont coder, vous allez leur donner des accès, vous pensez que c'est des utilisateurs, mais peut-être qu'il y a un microservice qui va aller faire des extracts et qui créera une dépendance sur l'UI à un moment donné. Donc, quand on arrive à des grandes échelles, la seule manière d'être sûr du comportement du système, c'est d'éprouver le système. Donc détecter le problème de manière proactive, et là on reste vraiment dans la proactivité, et il va falloir aussi avoir une méthode, parce qu'il faut quand même arriver à l'analyser, et il va falloir avoir aussi de la créativité. Parce que si vous restez dans quelque chose que vous connaissez, et que vous codez quelque chose dont vous connaissez le résultat, ça ne marche pas. Si vous savez qu'en chaos engineering, si vous coupez un serveur, il tombe, ne le faites pas. Vous avez déjà la solution qui est de savoir si vous reprenez, enfin vous redémarrez votre serveur par exemple.
Si vous n'êtes pas sûr que vos équipes ont les procédures pour démarrer le serveur, là vous le faites. Parce qu'il y a le côté tech, il y a aussi le côté organisation de l'équipe derrière. Améliorer la réponse aux incidents, donc ça c'est ce que je viens de dire. Réduire les coûts, bon, bien sûr, hein, si vous avez plus de disponibilité, votre système est plus robuste et que vous avez moins besoin de personnes pour l'administrer ou au moins le redémarrer, ça vous coûte moins cher en personnes et aussi en temps. Le changement de la culture, je dirais c'est ça, vraiment ça le plus dur, parce que Chaos Engineering, on voit, si on revient depuis le début, 2011, sur Netflix, qui a commencé à vraiment rabattre un petit peu les médias, à mettre de l'ensemble de la documentation, à expliquer sa propre méthodologie. Ce qui est bien chez Netflix, c'est qu'ils font de l'innovation et de la culturation derrière. S'ils ne gardent pas pour eux en disant nous, on ne le fait pas. Ils ont fait pas mal de logiciels open source pour gérer les identités comme ça. Enfin, vraiment, à chaque fois, ils aident la communauté. Et se dire qu'un géant comme Netflix arrive à le faire, on devrait arriver à le faire au niveau d'un petit service. On devrait arriver à le faire sur un système applicatif indépendant. Donc il ne faut pas avoir peur de ce changement culturel. Il faut juste arriver à convaincre les bonnes personnes dans l'entreprise et à démontrer l'intérêt de le faire. D'où l'importance aussi d'en parler ensemble et de parler de ce talk-là. Garder une bonne réputation, ça c'est la deuxième chose. Peut-être que vous vendez pas des millions sur Amazon ou sur un autre site. Par contre, moi je travaillais dernièrement sur BPI France. BPI France, c'est une banque d'État. Si son site web tombe, elle a un problème de réputation. Du coup, il faut que sa vitrine, son image, et ça c'est pour toutes les grandes banques et c'est pour aussi nos sociétés. Si notre image, on se retrouve défacé, on se retrouve inactif, ou il y a un problème, en tant qu'expert dans les technologies, on a une réputation qui est amoindrie, et du coup les gens viennent moins nous voir, ils nous font moins confiance, il y a une perte de confiance. Donc ça c'est tous les sujets que ça tire. Quoi des fois, hein. Juste mettre en place un petit peu de tests de résilience et être sûr de ce que l'on fait, ben, ça nous permet de gagner en maturité, en visibilité. La méthode, alors ça c'est vraiment, en gros, c'est pour vous expliquer que c'est simple, tout simplement. C'est pour ça, KISS, c'est la référence. Du coup, pas le groupe, mais c'est Keep it simple and stupid, j'aime bien, je le dis 3 fois, le petit métallo, là, le petit coup de passe, là, hop, ça fait vibrer les serveurs. La méthode simple, en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 4 états dans la méthode, et vous voyez, on ne voit pas plus simple. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, on utilise une méthode scientifique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On met notre blouse blanche, on va dire, bon, je vais prendre un témoin, je vais prendre un étalon, je vais faire des transformations, je vais prendre mon résultat, et je vais le comparer avec l'étalon. Ça, c'est ce qu'on fait en chimie, en fait. Mais du coup, c'est exactement pareil. Donc là, on va définir un étalon, c'est l'état stable. Donc c'est le premier état de... Vous allez prendre une photo de votre SI, de votre applicatif, avant de stresser l'application ou de faire différentes modifications. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire des modifications, il faudra reprendre un étalon de l'état. C'est-à-dire que vous n'allez pas enchaîner des modifications, sinon vous aurez du mal à faire la comparaison entre deux états changés pour voir s'il y a eu un impact sur le premier état. Donc, on crée un étalon de notre SI, de notre applicatif, de notre conteneur. On définit donc une hypothèse qui va nous définir à la fois le groupe d'expérimentation. Donc la deuxième chose, ça va être de définir une expérimentation et une hypothèse où on va tester quelque chose. On teste une ou plusieurs choses, souvent on ne va pas s'amuser à faire non plus 10 tests à la suite. On va souvent tester comme le comportement sur une surcharge réseau, le comportement en cas de bascule, le comportement sur une configuration sur AWS. AWS vous dit, vous faites votre auto-scaling group, quand vous arrivez à vos métriques à 70%, 60%, vous pouvez démarrer à nouveau. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je ne me suis pas trompé peut-être dans mon YAML ou dans mon JSON quand je l'ai déployé? Donc on peut aller jusque-là. On ne va pas tester l'auto-scaling group d'AWS, ils le font eux-mêmes. Par contre, notre conf à nous au-dessus, on va le tester aussi. Et ça, dans le système applicatif, ça va vite. Hein. Avoir des conteneurs répartis sur plusieurs data centers, avoir un load balancer, un auto-scaling group, une base de données en failover, ça fait beaucoup de points possibles où on peut se tromper dans la configuration et le déploiement. Comme on fait de l'infrastructure as code et que souvent le code dans les pipelines n'audite pas l'ensemble du fonctionnement global, on va faire des sanity checks, des security checks, on va venir regarder la bonne typologie, mais on ne va pas s'amuser à vérifier que l'ensemble de ce que l'on a pensé fonctionne. Et ça, c'est peut-être le cost engineering ou de résilience, donc il peut arriver après dans le pipeline. À la fin, avant de déployer en prod, on s'amuse à tester l'ensemble de ces problématiques-là. On peut stresser, on verra les disques aussi en termes d'IO.
C'est-à-dire on va simuler beaucoup de connexions sur nos disques. Il y a tout après, j'aurais tendance à dire que c'est la technologie qui nous limite, sachant qu'il y a d'autres technologies qui sont encore plus permissives, on en parlera un petit peu après. En dehors d'AWS, vous pouvez coder vos propres stress tests avec du Python, avec des langages de programmation même bas niveau, qui font que vous pouvez aller de très loin dans le spécifique du métier que vous avez. Du coup, on va introduire des variables donc, qui reflètent les événements du monde réel. L'idée, c'est on va simuler quelque chose, on va faire des tests en pensant, en voulant soit être garant de ce que l'on a mis en place et vraiment dans l'état que l'on veut. Et nous, ce que l'on veut surtout, après, une fois que là on est confiant de notre code, qu'on a toute la partie automatisation et qualité qui est checkée, ça va être les effets induits. C'est-à-dire qu'il y a un système qui va tomber, et vous n'êtes pas le seul, vous allez peut-être consommer une base de données IAM, vous allez consommer un dictionnaire d'entreprise, un référentiel d'entreprise, il y a toutes les raisons maintenant avec les microservices que vous ne soyez pas tout seul dans votre coin avec votre base de données, qu'il y a des gens qui vous consomment et que vous consommez les autres gens. Donc, si vous tombez, quel est l'impact sur l'ensemble des autres collègues et des autres applicatifs? Et à la fin, on va essayer de réfuter l'hypothèse en recherchant la différence avec l'état d'équilibre et en traçant l'ensemble du processus. Donc c'est un peu comme si vous faisiez une photo, je résume. Vous faites des tests, vous allez coder des tests qui vont effectuer certains types d'actions voulues, en essayant aussi d'enregistrer cette phase-là pour couvrir ce que vous n'avez pas prédit. C'est-à-dire qu'on va faire des tests voulus, mais on va vouloir aussi connaître ce que l'on n'a pas pensé ou les effets de bord. Et ça va aller vraiment loin, puisqu'on va aller aussi, plus que dans le test, on va aller aussi sur la partie audit des équipes. Parce que souvent, on dit oui, non, mais on a fait les documentations, alors je ne vous refais pas le truc, hein. La documentation entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous pouvez la regarder. On fait sûrement pas à jour, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il y a eu des accidents, parce qu'il fallait faire des évolutions plus importantes pour le client. Les services AWS, je passe rapidement, mais ça, ce qui va m'intéresser plus, c'est de vous parler du Shared Responsibility Model, et c'est ce que je disais tout à l'heure. AWS, il s'occupe de tout ce qui est en bas, de l'ensemble des services managés. Par contre, tout ce qui est au-dessus, ce qui est dans votre Responsibility Model, c'est pour ça que j'ai mis le monkey là, juste là, c'est tout ce qui est dans votre tenant doit être audité en termes de fiabilité, de disponibilité, de qualité. Parce que ça vous appartient, et Amazon, eux, ils s'arrêtent là. Par contre, eux, ils ont déjà fait tout ce test-là sur l'ensemble de leurs infos. Et ça va vraiment sur même la gestion des clés, les chiffrements, les policies sur les clés. Vous connaissez les plateformes cloud, c'est une collection d'API. Chaque service est un API. Chez Amazon, il y a plus de 375 services. Il y a différents niveaux d'API, bas level, low level. Il n'y a que des chances de se tromper aussi quelque part. Si on résume, c'est un gros écosystème. On n'est pas expert partout. Du coup, on va tester pour monter nous notre niveau de connaissance par rapport à un périmètre donné et vérifier que ça fonctionne comme on veut. Et des fois, souvent, quand on triture les services, on s'aperçoit que même entre eux, ils ont des dépendances qui ne sont pas marquées dans les documentations. Donc, ça permet aussi de vérifier ça. Bon, ce qui va nous intéresser, là, je reviendrai après, dans les services, ça va être surtout les services de GAS et de PAS. Donc, on va aller attaquer tous les services qui ont des bases de données, et donc le RDS, c'est le service managé de base de données chez AWS, en base relationnelle. On n'a pas trop de chaos engineering sur la partie NoSQL, parce que c'est entièrement géré par eux. Si vous mettez du DynamoDB, faire grandir les tables, vous pouvez tout mettre en mode serverless, et du coup vous n'avez plus rien à gérer, c'est Amazon qui prend la main. Là pour l'instant c'est pas encore codé. Par contre pour la partie base de données relationnelle, tout ce qui tourne sur des machines virtuelles, tout ce qui est des EC2, Elastic Cloud Compute chez AWS, ça va être de l'OCS, donc tout ce qui est orchestrateur de conteneurs, Kubernetes EKS, ça va être toutes les flottes ECS et les disques virtuels, donc les IBS, toute cette partie-là qui est utilisée dans les services managés aussi, vous allez pouvoir le tester. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Tu parlais d'API, est-ce que tu sais s'il y a un site qui te donne des photos en droite et qui fait la météo des états des API des cloud providers? Alors, tu en as un chez AWS qui t'est donné, tu verras, tu as le Health Dashboard qui te permet de voir. Pas monitoré par eux, tu vois, l'externe pour réellement tester. Moi, je sais pas. On va voir toutes les choses qui sont publiées par le provider. Tu peux faire toi un personal Health Dashboard pour les propres publications d'API que tu utilises chez eux. Donc, tu peux avoir ta propre version de monitoring. Mais après, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un monitoring robuste. Je commençais le cloud, je crois, je ne sais pas tout à fait quoi, il y a peut-être 7 ans, 8 ans maintenant.
Je commençais par, allez, on fait la gestion d'identité, on parlera après d'architecture. La gestion d'identité, on sécurise, on met le réseau, les couches basses. Maintenant, le monitoring, si tu veux savoir ce qui se passe sur ta plateforme, il vaut mieux le mettre rapidement et ça te permet de prendre des décisions par rapport à des faits réels. Tu parles pas chez moi, mais les API des cloud providers. Ouais, mais les API, il faut aussi monitorer les entrées. Les IAM, Bon, en principe, là-dessus, ils sont pas trop vaches parce qu'il y a des millions de gens qui utilisent Shadowless. Quand il reste 3 qui tombent, ils ont pas dit non, c'est pas nous. Ça se voit, en principe, il y a une région qui tombe. Donc, non, ils le disent. Et tu as des indices aussi. Là où tu peux le voir sur AWS, par exemple, c'est que sur le compte route que tu as, il te signale la disponibilité du service. Un mail qui t'a envoyé en disant, ça m'est arrivé sur KMS, en disant attention, Cloud HSM, pardon, Cloud HSM a été indispo. Ils te préviennent. Et ils te donnent les ressources affectées en même temps si tu construis. Ouais, c'est ça. Après, suivant le niveau de partenariat que tu as avec eux, ils peuvent aussi t'accompagner dans la résolution. Mais il faut monitorer cette boîte-là. Alors ça, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Vous y voyez avec le soleil? Pas trop. Je vais essayer de le faire rapidement. Ah, t'as pas de solution miracle. Pas décalé. Donc le service, on va créer, donc c'est vraiment simple, ça se fait on retrouve les phases qu'on a définies tout à l'heure. On va créer un document d'expérimentation, vous allez voir, c'est un champ avec des colonnes où on va choisir ce que l'on veut faire. Et c'est relativement facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de savoir coder spécialement, vous verrez, ça sort après sous un template JSON. Donc même si vous voulez le faire as code de manière paramétrable, le JSON c'est quand même quelque chose qui est facile à prendre en main. C'est bien normé, les appels sont pas trop compliqués. Donc là on voit l'ensemble des services. Ce que j'ai pas dit c'est que le monitoring, donc du chaos engineering, tout ce que tu vas faire, nous de toute façon on va actionner des problématiques sur les API des services. Du coup on va loguer les actions qu'on a fait sur ces API là et on va vérifier que le résultat il correspond bien à ce qu'on a voulu ou pas. Et suivant le résultat qu'on aura, on va pouvoir définir et aller vérifier l'état de départ. On peut stopper l'expérimentation en cours. Pour l'instant, j'en ai jamais eu trop besoin. Donc, si jamais vous faites des tests, quand vous créez peut-être les templates au tout début, quand vous faites des templates un peu compliqués, que vous enchaînez 4-5 actions, vous pouvez le stopper. Mais l'idée, c'est plutôt de le laisser terminer. Et une fois qu'il est terminé, aller analyser les résultats en équipe, en principe, avec l'ensemble des gens qui sont responsables du domaine où vous allez occuper ça. Les effets de style. C'est vrai que même moi, je le vois déjà dessus. Les yeux infrarouges. Du coup, là, cette partie-là, c'est pour vous montrer. Donc, vous allez avoir, on redépart sur la partie expérimentation. Et on va pouvoir donc, augmenter la consommation. Par exemple, là, il y a plusieurs types de. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs expérimentations qui sont déjà prêtes sur l'étagère. Voilà. Donc, vous allez pouvoir utiliser déjà du stress sur la partie CPU, la partie mémoire. Souvent, c'est ce qu'on demande, stopper une instance, vous vérifiez qu'un nœud d'un cluster puisse redémarrer de manière automatique avec sa configuration. Pareil pour les pods. Voilà, vous allez pouvoir à chaque fois tester ce niveau-là en utilisant des templates déjà déployés. Il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que vous allez avoir accès à SSM. SSM, c'est un service qui vous permet d'administrer l'ensemble du parc des instances OCD. L'ensemble des nœuds, si vous avez installé des nœuds, ou l'ensemble des instances, et vous allez pouvoir passer des commandes. Donc à partir du moment où vous pouvez utiliser SSM, vous allez pouvoir aussi faire des stress plus fins avec des commandes que vous allez pouvoir vous-même définir. Alors là, on est moins dans le custom, par contre, il vous donne l'accès au service en disant maintenant, si vous voulez faire passer des paramètres, si vous voulez injecter du code, si vous voulez tester dès qu'il y a un applicatif, vous pouvez le faire sur l'ensemble des instances. Bon, souvent, on va tester déjà la résilience. La première chose à tester, de toute façon, c'est le niveau de résilience et de robustesse quand on en a besoin. Et après, on va remonter de l'infra vers l'applicatif. Voilà. Si vous killez votre applicatif, mais que dessous le système n'est pas résilient, ça ne vous aidera pas. Allez, j'ai mis une petite colle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est REN12 BP05? Je ne savais pas avant de faire le slide. Si quelqu'un le trouve, là, peut-être une bière en plus. Pas ça. Un fût de bière. Un camion de bière. Ça, c'est pour les architectes. C'est pour les architectes de cloud. C'est la nouvelle référence qu'il y a sur la partie bonne pratique d'architecture chez AWS. Donc, vous avez toutes les bonnes pratiques qui sont éditées. Et maintenant, il y a une partie, donc on est sur la partie GreenOps, FinOps, mais il y a une partie aussi sur le chaos engineering, sur les tests de résilience. Et là, vous avez juste à le suivre.
vous regardez les bons principes qui sont édités, et ils vont vous expliquer en gros comment vous pouvez auditer un client ou votre propre applicatif avec une série de questionnaires pour voir si vous-même vous avez des bonnes pratiques en termes de culture, en termes de savoir-faire, en termes de formation, pour pouvoir mettre en place cette solution. Voilà. Dans les piliers d'architecture, ils l'ont ajouté aussi, et ça veut dire qu'eux aussi l'utilisent pour eux-mêmes. Souvent ils font ça, ils le mettent pour eux et après ils le diffusent à la communauté. Donc ça, la Dual Fault Injection, je vous dis, ça ne fait pas tous les services. Ça c'est juste pour vous dire, vous voyez, CloudWatch c'est pour la partie monitoring, IBS c'est le disque, EC2, ECS, EKS, RDS c'est parce qu'il y a des OC2 dessous. Donc ça reste de l'audit de machines virtuelles. Donc, et System Manager pour faire les injections. Donc on reste vraiment sur le niveau qui va être obligatoirement dans votre tenant, et vous allez pouvoir aussi tester des actions liées au niveau de patching, aux différences de configuration entre serveurs et autres. Qu'est-ce que j'avais marqué là-dessus? Sur ce schéma-là, la différence qu'il y a, c'est juste, il faut vraiment penser aussi à API. On va pouvoir aller auditer comment ça s'appelle, de l'applicatif qui est hébergé sur des API Gateway et autres. Et on va pouvoir l'intégrer dans le pipeline. Donc ça, c'est ça qui vient, c'est que déjà le service, alors je vous disais, le test de Chaos Engineering à l'intérieur du pipeline, juste avant de le déployer, ça permet de vérifier que vous aurez bonne disponibilité. Et bien, avec la suite AWS, vous pouvez le faire en quelques pas, je ne vais pas dire quelques clics, mais c'est l'avantage, c'est que sur AWS, l'avantage qu'on a, c'est l'intégration inter-service. C'est comme les rôles qui peuvent avoir accès entre eux à différents types de services, on va pouvoir faire une chaîne de communication qui permet de l'implémenter relativement facilement. Quand on n'a pas ça, c'est plus compliqué, il faut mettre de l'OIDC, faire gérer des rôles, faire toute la chaîne d'authentification. Là, c'est natif sur AWS. Donc on peut drainer des conteneurs, stopper des instances, voilà, il faut imaginer tout ce que l'on peut faire. On va faire une petite démo après. Organiser une simulation les jours de match, pourquoi ce titre-là? Parce que c'est vraiment une des problématiques pour le coup. Il y a eu pas mal de talks qui ont été faits sur la résilience des clusters Kubernetes et les prescaling. Le Chaos Engineering, ça permet aussi de ne pas attendre d'être en prod et de simuler 1 million d'utilisateurs. Ou 100 000 si ça vous suffit, ça dépend de votre infrastructure. Et on voit souvent maintenant toutes les grosses sociétés de streaming, elles ont des problématiques sur les matchs de foot, les matchs de rugby, les matchs de basket. Chacun sa spécialité suivant l'offre qu'elle a, mais ils ont tous des problèmes parce qu'ils passent de quelques centaines de milliers d'utilisateurs à des millions en quelques minutes. Quand le match démarre, un quart d'heure avant, les gens se connectent. Et ça c'est très important, mais du coup, et Netflix c'est pareil, c'est pas vraiment pareil parce qu'eux ils ont déjà des millions d'utilisateurs. Et quand il y a un nouveau best-seller qui sort, il va être regardé, consommé tout le temps. Et l'ensemble des API dans le monde vont être sollicités. Donc en plus, ils ont une architecture globale. Ils sont quasiment obligés d'avoir cette culture-là. Et on le retrouve aussi dans les sociétés de streaming. C'est pour ça que je voulais mettre ça. Toutes les sociétés qui font du streaming, que ce soit Bedrock, que ce soit. Toutes les sociétés qui ont des médias sont obligées de passer par ça. Ouais. Il faudrait qu'elles fassent. Un truc important aussi que je voulais vous dire, là, ça c'est pour aujourd'hui. Les tests de Chaos Engineering, c'est pour ça que ça se fait en prod. On va se calmer un peu quand même. On va déjà le faire dans des environnements maîtrisés, mais les PRA, ce que je vous disais tout à l'heure, souvent les DSI, même les banques, vont dire on va faire un test de reprise d'activité dans un environnement bulle. C'est-à-dire qu'on va le couper de tout, on va prendre l'applicatif et on va le tester. Souvent ça marche. La problématique qu'il y a quand on fait ça, c'est qu'on se cache les problèmes. On fait quelque chose qu'on sait qu'il va marcher quelque part. Ou au moins si ça ne marche pas, peut-être que c'est une doc qui n'est pas à jour, un petit truc, c'est pas quelque chose qui va nous mettre le SI à plat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais souvent quand vous avez à l'époque, et même maintenant, quand vous avez des gros clusters de bases de données, même de l'Oracle avec du Herman, etc. sur deux data centers, les tests de bascule, on évite de le faire. Parce que bon, si Herman il prend une synchro, toutes les excuses du monde, mais le jour où ça va casser, ça va planter la prod, et peut-être que ça va planter le phénomène de synchro juste après. Donc ça va planter l'ensemble du SI et vous ne pourrez pas remonter les bases de données parce que des terras, ça met des jours, voire des semaines à être restauré avant de pouvoir repartir à un état antérieur à celui où vous avez cassé. C'est vraiment ça qu'on ne veut pas. C'est sur les gros systèmes complexes, vérifier que ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, de trouver une solution pour que ça fonctionne, sinon il ne sert à rien notre système.
Donc ouais, on évite de faire des environnements avec justement quelque chose de trop contrôlé, parce que vous allez avoir toujours quelque chose qui ressortira en tant que sécure, alors que en vrai derrière, vous n'en aurez pas la certitude. Et l'idéal c'est de le faire en prod. C'est pour ça que la prod comment ça s'appelle, ça ment pas, j'aurais tendance à dire. Ouais, donc si vous la faites tomber, c'est pas embêtant. Mais c'est pour ça, donc, c'est pour ça qu'il y a une autre concept qui a été édité en même temps, qui est le blameless. Blameless, c'est très important dans vos équipes. C'est pas d'aller commencer à taper sur celui qui a fait tomber un truc. Par contre, à la fin, il doit y avoir un post-mortem, parce que souvent, moi je vois des incidents de manager, et incident, on résout l'incident. Toujours après, incident, on résout l'incident. Okay. On n'a pas eu de post-mortem, du coup l'incident il peut se reproduire dans 2 ans, dans 6 mois, on n'a rien fait quoi. On a juste perdu du temps avec des gens en ligne. Je suis un petit peu tranchant, mais c'est vrai qu'on est un peu dans le mode ça vient d'utile, le process, on fait des choses, et après on fait quelque chose, on le met de côté, on le stocke et on n'y pense plus. Mais là c'est vraiment non. On va capitaliser, on va être proactif et on va réduire la dette technique. En fait, on repart sur une histoire de dette, mais on va trouver un problème, on va le réduire et on ne veut plus qu'il se reproduise. Ça, AWS, quand vous avez des applicatifs, si vous êtes un gros client et qui travaille avec vous, enfin en gros, si site Amazon, si vous êtes client, même pas si vous êtes client, si Amazon est un de vos clients, vous avez le droit que ce dont Amazon vous paye, l'action pour laquelle elle vous paye, soit mal réalisée une fois. Mais par contre, si jamais vous la réalisez 2 fois parce que vous n'avez pas pris en compte ce qui s'est passé, vous avez des pénalités, ils peuvent rompre les contrats. Donc ça, on voit un peu le système américain pousser à l'outrance, mais eux, ils n'ont pas le choix. Ils ont énormément de fournisseurs et ils ont besoin d'avoir leur site disponible, leur système de paiement. Parce qu'il n'y a pas qu'Amazon, ils ont des systèmes de paiement derrière, il y a des systèmes de login, il y a 3D Secure, enfin, il y a tout un écosystème lié aussi au milieu bancaire. Et bien sûr qu'ils ont des prestataires. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, qu'est-ce qu'on va définir? La première chose qu'on va définir dans un scénario, on va en faire un tout à l'heure, on va en faire 2. Le périmètre, donc on va définir quelle est la cible que l'on veut attaquer. Donc ça, c'est vraiment la deuxième fois. Donc, on gère notre état stable. Après, on définit les cibles que l'on veut attaquer, une ou plusieurs. Je dis attaquer, mais vous le testez. Les actions expérimentées, donc là, on va faire notre petit cahier d'expérimentation. Et les conditions d'arrivée de l'expérience. Je dis, c'est vraiment la méthode scientifique. Des tips qui peuvent vous être utiles, c'est pour faire ces choses-là, donc quand c'est juste aller stresser le CPU, bon, c'est pas de médecin cire pour arriver à le faire. Par contre, les choses qui ne sont pas prévues, il faut vraiment avoir une vision, c'est pour ça que je dis l'observabilité importante sur les logs. Donc vous pouvez aller auditer un peu l'historique des pannes que vous avez eues pendant l'année. Vous pouvez regarder un petit peu comment ça s'est comporté, et là où vous n'avez pas pris le temps, peut-être vous avez juste fait un reboot, vous étiez pressé. Et donc vous allez recommencer à regarder des états qui sont un petit peu anormaux ou qui n'ont pas été maîtrisés. Et vous allez essayer de les reproduire pour voir si c'était juste one shot ou si dès que vous le refaites à chaque fois 100% du temps, ça retombe. Et là, vous aurez un correctif à mettre en place. Les services ayant le plus d'impact, donc là, là c'est simple. Pour la partie système, les services ayant le plus d'impact, et c'était quoi l'autre? Les architectures. Là, vous prenez les architectes et vous regardez en fait. Souvent c'est la base de données, quand la donnée n'est pas accessible, on a des problématiques, mais vous allez regarder vous ce qui est important, pareil dans la chaîne des microservices, il y en a peut-être qui vont faire du paiement, il y en a peut-être qui vont faire d'autres, il y aura toujours un niveau d'importance. Donc on va d'abord se focuser sur ce qui rapporte de l'argent, ce qui permet aux gens de se connecter, qui permet d'avoir un service délivré au moins de manière stable ou le plus possible. On identifie les cibles et on ne le fait pas en prod tout de suite, parce que à l'état de l'art on essaie de le faire, mais le problème de la prod c'est que ça va être le scope, vous n'allez pas faire du chaos engineering sur l'ensemble du SI. Si vous avez 200 applicatifs, vous n'allez pas vous amuser à lancer des trucs un peu partout parce que vous ne verrez rien. C'est toujours pareil, il faut que ça reste à taille humaine et compréhensible par une analyse soit de logiciels d'observabilité, soit des gens qui gèrent le projet. Si vous arrivez qu'il y a tout qui tombe et que vous mettez 3 semaines à le remonter sans avoir de plus-value, ça ne servira pas. Même si vous avez de la plus-value, ça ne servira pas, c'est trop long. Il faut vraiment trouver un périmètre utile. Consulter les équipes, ça c'est un peu le nerf de la guerre. Parce qu'en vrai, il y a que les mecs qui dev qui savent ce qu'ils ont dev, il y a que les mecs qui déploient qui savent vraiment comment ils l'ont fait. Soit des fois, peut-être qu'ils n'osent pas le dire, etc. ou des machins, mais l'idée c'est de vraiment leur faire comprendre qu'on va les aider
on va améliorer la coordination interéquipe et nous on va aussi améliorer l'ensemble des processus de transfert d'informations pour quand il y a des rotations dans nos équipes, quand on a besoin de récupérer l'information. Donc on va aussi faire attention que l'information circule et qu'elle ne reste pas bloquée sur les personnes. Donc voilà. Ah oui, donc ça c'était la partie... c'est pour vous dire qu'au final, dans l'ensemble des expérimentations, on va pouvoir faire deux manières. On va pouvoir les séquencer. Je fais ça, tac, je fais ça, donc je stresse le disque, je stresse la mémoire, je stresse le CPU. Ou on va pouvoir tout stresser en même temps. On va pouvoir faire du parallélisme aussi. C'est-à-dire, j'envoie et je vais équiler 3 démons sur 4 machines différentes, sur un cluster de 8 machines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'application elle se met bien avec une page, bien qu'elle est disponible? Est-ce que elle redémarre? Est-ce que j'ai mis tous mes mécanismes? Donc on peut faire les deux, mais ça dépendra du scénario. C'est pour ça que j'ai mis le petit schéma. Bon, la tarification, ça c'est le slide qui m'a fait le plus plaisir à faire. C'est vous une fois, non, parce que je ne sais pas si vous connaissez, vous faites un peu de FinOps sur les plateformes cloud ou sur AWS. Alors le data transfer out, c'est parti de quelle API, c'est parti dans quelle région, c'était sur le Bitizone. Là ça couvre 10 centimes par action minute. Pour le coup les calculs sont hyper simples à faire. Par contre ça chiffre vite. Parce qu'une action minute, parce que vous allez travailler au moins sur 1 heure, et vous allez faire plus d'une action. Et vous allez travailler sur plusieurs applicatifs en même temps. C'est-à-dire que là l'idée c'est de rendre le service disponible aux gens de votre organisation AWS. C'est pas de se dire, vous devez avoir une équipe peut-être qui peut faire le tour, mais quand vous avez un gros site type Airbus, quand vous êtes chez EDF ou des autres, c'est sûr que ça va se décentraliser à un moment donné. Donc ouais, pour prévenir l'ingénieur FinOps que vous faites des tests et le budget que vous allez y allouer. Allez, on va se lancer parler. Je vais vous montrer un peu justement la simplicité la petite simplicité du logiciel. Hop, vous connaissez tous la console, plus ou moins on va dire, on a dit tout à l'heure que vous n'étiez pas tous sur AWS. Donc, Fault Injection Simulator, Tino FIS, vous regarderez, il y a pas mal de vidéos, de talk, mais au final il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc vous avez tout qui est là, vous pouvez regarder comment ça marche, etc. L'idée c'est, sur le côté vous voyez il n'y a que 2 champs. Ça va être Experiment Template, donc vous allez pouvoir faire vos templates, vous allez pouvoir les importer, on va pouvoir jouer avec, et après vous avez le résultat des expérimentations. Donc là moi j'en ai pris en plusieurs états volontairement, j'en ai stocké, j'en ai fini, etc. pour vous montrer, et après vous avez accès donc à différents types d'états, la date, qu'est-ce qui a été fait, mais c'est tout, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer par exemple, on va créer, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai une dizaine d'instances EC2 qui sont démarrées. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va les afficher. Tac. Et on va commencer à faire un premier test basique qui va nous permettre, donc là on a nos instances spanning, vous voyez, des serveurs web. Il y a des instances auto-scaling group essentiellement, donc il y a un groupe d'auto-scaling group, on va avoir des instances web en failover derrière un load balancer. On va tester un petit peu la règle, ça me permet d'avoir 2-3 petits cœurs faciles à mettre en place. Donc là, on va essayer de tester la partie failover. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au final, on va faire donc stop scaling, on va essayer de stopper un peu le scaling group. On va créer, donc le nom, c'est optionnel, mais c'est quand même plus simple pour se retrouver dans la console. Ça, vous pouvez faire, je vais vous montrer après, on peut le faire directement en éjectant le JSON. C'est toujours bien pour montrer de le faire à la main. Donc action, on l'a vu, donc on va définir notre action dans notre expérimentation. Donc on va appeler action 1. Le type, donc on a différents types, je vous ai montré tout à l'heure, donc basé sur l'ensemble des actions qu'on veut faire. Ça permet de filtrer la colonne de droite, tout simplement. Mais en vrai, vous pouvez le chercher aussi, donc si vous vouliez, donc si on veut stopper des instances, on va taper stop, et on va percevoir qu'il y a plusieurs cas déjà pré-build qui permettent de le faire. Donc la partie EC2 stop instance, ça va directement aller sur le service et faire un stop. La partie ECS, c'est la partie conteneur qui va nous permettre justement de stopper des tâches. Et sur la partie Fault Injection Simulator, on va pouvoir donc utiliser les conditions d'attente de cette manière-là. Donc après, soit vous ciblez un service d'architecture pour cette tâche-là, vous allez directement aller dans l'EC2, vous allez chercher directement l'ensemble des actions qui sont faites sur ce service-là, donc ça permet aussi de les connaître.
sur une EC2, on va pouvoir rebooter une instance, on va pouvoir envoyer des interruptions sur une spot instance. Donc ça permet de tester quand Amazon reprend une instance parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un share plus cher que vous, il vous envoie un terme signal, je crois qu'il y avait 3 minutes à l'état de votre instance. Vous avez 3 minutes pour redémarrer un workload, pour sauvegarder ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir reprendre sur une activité. Donc ça permet de le tester en vrai aussi, parce que c'est pareil, on l'a tous vu, on l'a tous vu marqué. Même moi je ne l'ai pas testé. Instance stop, terminate instance, donc c'est pareil, hein. Terminate les instances, est-ce que la MA il redémarre bien avec une nouvelle version, est-ce que j'ai bien l'immutabilité sur la partie infrastructure, ou est-ce que quand je crache mon instance terminate, ça crache l'instance. Vous l'avez plus, il faut redémarrer une nouvelle instance de votre machine basée sur un template. Donc ça permet de tester aussi les templates qui les reprises sur alors. Le stop, après, vous voyez, il y a plusieurs choses de ce type-là, c'est simple. Donc on va faire un stop instance, on va faire un truc comme ça. L'after, on ne va pas le mettre. Instance target. Je peux les redémarrer après. Donc là, si pareil, je veux faire un test sur l'après-prod. Je ne veux pas m'embêter à repasser et vérifier que ça va démarrer. J'ai le monitoring normalement qui devrait m'alerter au bout d'un certain temps. Et après, on va définir les targets. Donc là, dans les targets, on va regarder. On va ajouter une. Qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Ah oui, il faut faire save. Donc maintenant on va ajouter les targets. Donc on a défini les actions qu'on veut faire, on veut stopper les instances par exemple. On va aller donc choisir une target. Donc les EC2 instances, il nous a déjà sélectionné. Et après on va chercher là directement les instances ID du groupe que l'on veut stresser. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser. Je suis en train de me rappeler ce que j'avais fait instance 2, instance 3, instance 1, c'est celle-là qui doit être dans le scaling group. Donc là l'idée aussi quand vous êtes dans notre scaling group, c'est de vous stopper, vous vérifier. Moi j'ai un minimum, sur cette configuration là, j'ai un minimum à 3 et un maximum à 6 et un désirable d'instance à 3. C'est-à-dire que normalement il doit y avoir au minimum toujours 3 instances qui tournent. Donc là l'idée c'est de vérifier que notre conf est dedans. Le rôle, oui, ça je ne l'ai pas dit, il faut à chaque fois, vous allez avoir deux paramètres qui sont importants quand vous utilisez FIS. C'est il faut que vous ayez un rôle et qu'il ait le droit de faire les actions, ça c'est sûr. Mais par contre, faites bien des rôles séparés. Faites pas un rôle pour tout admin, faites bien du distributed access là-dessus. Ça vous permet aussi, vous, de compartimenter le scénario et l'expérimentation dans votre tête. Et la deuxième chose, quand vous utilisez SSM, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça demande de faire un document policy et d'avoir des rôles qui vous permettent d'utiliser l'API du service SSM. Donc ça demande d'avoir une configuration derrière qui permet de le faire. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Du coup, je pense que le chaos scroll, ça devait être celui-là, je vais quand même aller, on va aller regarder un peu comment il est fait. Ça va vous permettre de voir. Donc lui, le chaos scroll, hop, donc lui il a une policy, donc ça c'est la manage policy qui est utilisée par Fault Detection et Simulator. C'est pareil, hein. Là c'est pour une démo, quand vous le faites, vous faites votre propre version du manage, de la manage policy pour qu'elle corresponde à vos besoins et éviter de trop avoir d'étoiles et d'instances un peu en étoile. Voilà, on va essayer de faire un peu de custom, mais les ressources étoiles c'est quand même quelque chose de très faire. Mais bon, ça vous permet déjà d'avoir un template et de pouvoir le modifier. Ce qui est important aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, ça va être dans la Trust Relationship. Donc là, il va avoir le droit d'utiliser le service Amazon. Et du coup, son nom, Fault Simulation Injector, il s'appelle FIS en anglais. Du coup, vous retrouvez FIS pour le nom du service. Et il faut vraiment que lui puisse lancer des commandes, donc qu'il puisse assumer des rôles avec, et qu'il ait les bonnes permissions pour pouvoir fonctionner. Comme beaucoup de services sur AWS. Donc ceci étant fait, hop. Bon, ça c'est les alarmes si vous voulez aller stopper les alarmes. Et après, c'est toujours bien de mettre des tags. Donc après, il vous demande est-ce que vous voulez le créer. Donc ce qui est important aussi, et ça ils reprennent pas mal de fois, c'est de se dire, bon, même si vous êtes sur un environnement, c'est du chaos engineering, ça peut casser de la prod. Enfin, ça peut même casser un environnement dev. Et si vous mettez 2 semaines à remonter l'environnement dev parce qu'il y a un applicatif d'un consultant qui vous avez besoin d'une compétence unique qui n'est plus là ou que vous n'avez pas les binaires ou des choses comme ça, donc quand on peut killer une instance, la supprimer ou supprimer de l'applicatif ou le rendre dans un état qui n'est pas remontable. On joue quand même avec
des scénarios qui sont assez puissants et qui peuvent aller jusqu'à casser l'applicatif. C'est ce qu'on met dans la balance pour être sûr qu'on va remonter notre niveau de qualité. Et alors, à chaque fois, on joue avec notre applicatif. Donc il faut accepter de le perdre ou de... Ah mince, j'avais pas fait les backups, j'ai flingué les backups. Une fois que c'est fait, ok, il faut que je fasse les backups, je mets en place ces procédures, mais s'il vous faut 3 semaines pour le refaire, vous allez perdre de l'argent. Donc il faut estimer ça entre le gain versus le risque aussi. Le problème du serveur qu'on a sur le bureau, on ne sait pas qui c'est qui l'a installé il y a 10 ans, on ne redémarre pas. C'est pas trop. Alors attention, parce que si vous ne pouvez pas redémarrer une partie du système, le problème vous le connaissez déjà. Il faut que vous trouviez déjà comment résoudre ce problème-là avant de s'amuser à faire du classe engineering. Start experiment. Allez, Ça fait hop. automatiquement du cas ou de l'arrêter soi-même Si. Ça fait automatiquement du cas ou de l'arrêter le serveur qui est sur le bureau Ouais, mais tu vas pas apprendre quelque chose. Ah non. Parce que bon, tu vas vérifier une hypothèse, mais tu vas pas On va apprendre- savoir qui va bien gueuler. Oui, tu verras qui est le chef. C'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, on va voir qui s'en sert avec la personne qui va gueuler. Ouais, si la personne qui est censée elle est pas au-dessus de toi, ça va. Ah. Si c'est le COMEX qui s'en sert une fois dans l'année, ça risque d'être. Il va falloir s'expliquer un peu, non mais oui, c'est vraiment ça en fait. C'est pour ça. Toujours quand on sait, on essaie de maîtriser au mieux ce qu'on va faire pour pouvoir aller plus loin dans l'expérimentation. Donc déjà, on va commencer par les basiques. C'est pour ça que je parle beaucoup de résilience. C'est que si on n'a pas testé déjà la résilience, ça va être compliqué d'aller plus loin. Donc on fait petit à petit, étape par étape, et à chaque fois on va plus loin, et au fur et à mesure qu'on monte en compétences aussi. Ils sont des instances, moi ça je ne vois pas. Hop, donc on voit, on l'a mis en stop. Du coup, donc on voit bien que du coup les instances 1, 2 et 3, il les a stoppées. Et qu'il a bien effectué donc son premier test de chaos, relativement simple, vous direz, mais qu'il est arrivé. Donc là, vous allez avoir, elle est encore en train de... J'ai mis un délai dedans, donc on va aller jusqu'à la fin de ce délai pour être sûr qu'elle a lancé les actions. Vous avez le template du coup, qui est disponible et vous avez donc l'ensemble, donc là vous retrouvez l'ensemble des paramètres que vous avez mis. Ce qui est intéressant, ça va être donc de copier. Si vous voulez le modifier, par exemple, vous pouvez le copier dans un autre template et repartir directement de cette expérimentation-là. Si jamais c'est pour vous, ça valide un état stable. Vous pouvez repartir de cet état stable-là et commencer à définir un autre scénario après d'expérimentation pour essayer de rendre instable la partie d'après. Donc ça permet aussi, en versionnant, de voir la progression de votre test. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais voir. Donc, si je vous... Là, j'avais pris... un VS Code quand même, c'est beaucoup plus joli pour lire du JSON. Par exemple, bien sûr j'ai copié la console avec. C'est un peu plus compliqué là, Skip Ireland, c'est pas ça. Tac, voilà. Donc c'est relativement simple, c'est du JSON, donc dans tout ce que vous avez à mettre, donc la définition des instances, du coup c'est-à-dire qu'on peut générer ce JSON aussi avec des variables pour l'avoir en import par rapport à une configuration d'une CMDB ou d'une configuration d'un référentiel projet. On va voir donc, du coup voilà, le type d'instance, les actions, elles seront action 1, action 2, on va pouvoir les enchaîner, donc on va pouvoir le définir, et vous voyez c'est pas plus compliqué que ça, et la stop function. Et on retrouve les blocs du formulaire, en fait c'est le formulaire qui génère le JSON. Donc avec un VS Code, tout le monde est capable d'arriver à enchaîner ça. Quand il nous dit que la virgule, après la collade, elle n'était pas. C'est juste ça. Donc ouais, c'est pour ça, c'est pour vous montrer que vraiment c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Donc à l'effet d'autres, après, je fais un petit... donc vous allez voir, donc ça c'était pour la partie le load balancing, j'ai fait un petit site super sympa. Vraiment, c'est un load balancer, voilà. J'ai deux machines, il y a deux choix différents. L'idée ça va être d'aller voir si je kill un nœud ou si je stresse un nœud, comment se comporte l'application, est-ce que je vais avoir une erreur, comment ça se passe. Donc c'est un simple load balancer avec deux instances derrière. Donc j'avais fait un autre point. Je vais vous montrer un deuxième. Ça c'est un peu riche. Après vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué que ça. La kill policy, ça c'est juste pour vous montrer justement cette partie-là. Donc je vais aller regarder mon template.
extraction, je vais exporter mon template, je vais vous le montrer, juste on va essayer de deviner à peu près par rapport à ce template là un peu ce que l'on va faire. Donc je me retrouve avec mon petit template et ma policy. Donc on va définir une quick policy, donc j'ai une instance, donc j'ai l'ARN, l'Amazon Resource Name, je vais sélectionner le mode, dans l'action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer une commande, directement en scène commande, donc il va aller vérifier. Et qu'est-ce que je lui demande? Donc dans les paramètres de la commande, ça c'est pour ça que je vais vous montrer aussi dans les champs. Des fois il faut passer un morceau de JSON dans le paramètre, mais si vous le faites directement dans le JSON, c'est plus simple. Là je vais lui dire d'aller killer le process HTTP. Voilà, pour voir comment mon site réagit. Donc ça c'est après, une fois qu'on a fait le failover. Normalement, si jamais je kill le process HTTP, bon là j'ai pas mis de monitoring dessus, mais si j'ai le monitoring, le minimum que je dois avoir c'est une alerte côté monitoring. Au mieux, une alerte qui redémarre dans l'instance, qui la redéploie, pour que je revienne dans un état stable. Donc c'est ce genre de choses là qu'on va faire, on va pouvoir aussi aller directement interagir avec le chef et lancer des commandes, des script bash ou des choses à l'intérieur de l'instance qui vont ruiner votre applicatif. Donc, voilà. L'améliorer. Est-ce que justement FIS permet de faire des tests justement derrière, de savoir si ça c'est correctement démarré ou pas Est-ce que ça c'est. Alors tu vas pouvoir toi, avec la Watch, vérifier que tout est bien reparti, mais il faut du monitoring. Ouais, c'est avec les autres composants que ouais, on check tout. tu fais avec tout. Après, ben, CloudWatch va te permettre déjà d'avoir l'ensemble des résultats des API que toi tu as testés. Par contre, l'idée c'est aussi de tester que ton système de monitoring et d'alerting derrière il marche. Donc, quand toi tu as fait ton action, tu as bien vu le retour escompté des autres services. Voir si c'est un service critique, est-ce que tu as eu un call du helpdesk ou quelqu'un qui est venu t'appeler en te disant là j'ai une application critique et Okay. Et donc il n'y a pas de test directement dans le FS et avec le reste de l'application. Ouais. Lui c'est vraiment le moteur de Chaos. Et après tu te bases sur l'ensemble de tes services justement pour les éprouver. Donc là bon, on voit un site terme en kill, c'est un kill -9 sur de l'HTTPD, hein, c'est pas... avec le rôle qui a les bons droits. Et ça pour vous montrer du coup comment ça se traduit directement. Est-ce que je peux l'éditer ça? Je peux faire un update, donc on peut faire les mises à jour aussi de vos templates quand il ne bouge pas. Donc là on va définir ce que j'ai dit, donc c'est cette partie-là. Donc vous verrez sur le site web d'AWS, il y a plusieurs paramètres. Là moi j'ai pris process name, mais vous verrez que suivant ce que vous avez utilisé là, le document que vous avez, la document policy que vous avez utilisé, il vous donne tous les paramètres possibles, il y en a 3 ou 4 à chaque fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça vous permet vous de faire du custom. Vous pouvez par exemple stresser le CPU et vous choisissez le pourcentage de stress que vous allez mettre sur votre CPU. Donc si vous avez mis un auto-scaling group qui stresse et qui met un nœud à 30%, testez-le, vous mettez 30%, vous envoyez le stress du CPU et vous vérifiez si vous avez un nœud qui est mort. Si c'est 100%, vous faites vraiment là, vous avez trop grosse capacité d'utilisateur, vous essayez de voir comment se comporte l'applicatif quand il y a le démon qui reste monté mais qu'il n'a plus de capacité de répondre. C'est plutôt sympa. Allez, on va le faire derrière. Hop. Et donc je suppose que sur ces traits par exemple de CPU, on précise la durée du stress appliqué. Ouais, tu définis toi la durée de combien de temps tu veux que ça dure et tu définis en même temps la durée d'expérimentation. Donc tu as deux choses que tu vas avoir à définir. Est-ce que j'avais défini une target là, que vous en avez regardé ou pas? Je vais vérifier quand même. Donc la target ça doit être des sites web. EC2 all. Ah ouais, c'est celle-là. C'est lequel celle-là? C'est la web. C'est bon. Hop. Du coup c'est plus la fin que vous avez. Start. Pour être sûr, vous êtes sûr, hein, vous avez cassé la prod, vous êtes sûr que vous voulez starter. Hein. Ça veut pas dire que vous ne l'avez pas dit. Comme les delays sur Amazon. Si vous avez écrit delays, vous êtes sûr que ce que vous faites. Oui, du coup, je vais peut-être faire mieux avec une outil comme ça. Là, j'ai une bad gateway. Donc, quelque part, ça pourrait être un problème en disant, ben, au final, mon applicatif, quand j'ai un des serveurs qui tombe sur le failover, je devrais repartir soit sur une nouvelle image, mais il ne devrait pas m'afficher une 502. La 502 elle doit être traitée. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, en commençant petit et à terme, on arrive à remonter le niveau de qualité de fonctionnement de notre applicatif. Voilà pour les petits tests. Je
je vais revenir sur les derniers slides et puis si vous avez des questions, on pourra en parler avec grand plaisir. C'est clair pour tout le monde, vous avez des questions là-dessus? Moi, si c'est relativement expédié, c'est quand même. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Il faut juste prévoir 200 € de budget de temps en temps et prévenir le chef qu'on va le faire. Mais si ça permet à tout le monde de bien dormir quelque part, on commence à dire que ça les vaut. Parce que c'est ça aussi. Hein. L'idée c'est de diminuer le run petit à petit, d'aller plus sur ça s'appelle trouver les problèmes avant qu'ils aient lieu pour que l'automatisation soit la plus efficace possible et qu'on ait besoin de moins de personnes possible. Ça c'est quelque chose que je voulais juste vous montrer. C'est pas juste pour faire un copier-coller de la doc, c'est de se dire faites attention quand même. Alors je ne vous ai pas tous mis, il y a des quotas. Il y a des limitations aux produits. Donc, en dehors de l'argent, il y a des limitations, et ça c'est des quotas immutables. Donc, vous savez, il y a des soft limits et des hard limits, et là c'est que des hard limits, vous ne pourrez pas les bouger. Après, bon voilà, quand même, prendre par région une prise en charge, donc là on a 20 actions par modèle. Ça permet, voilà, c'est aussi pour vous dire, il faut que vous fassiez des expérimentations qui restent compréhensibles par les humains, et que vous puissiez les analyser. Parce que de toute façon, l'outil ne permettra pas d'aller plus sur la première fois. Et de faire des choses trop compliquées, parce que comme je disais, ça crée des fois un environnement de confusion. Soit on va faire des choses pas maîtrisées, mais on n'arrivera pas à les analyser correctement, soit on ne va pas les voir. Les régions prises en charge, chaque région prend en charge 5 expériences, vous le verrez, mais en vrai c'est plus pour vous dire, faites attention, c'est pas vous pouvez tout faire comme vous voulez en dehors de l'argent. C'est pas des limites très hautes pour AWS. Il y a des hard limites qui sont sur des milliers de calls, etc. Là c'est 15, 20, donc on y arrive vite tout seul. Allez, pour aller plus loin, j'ai pas mis les livres d'Aurélie sur la partie Chaos Engineering, il y en a 2 qui sont très bien. Un qui est sur des expérimentations donc basées sur des exemples de Chaos Engineering en entreprise, et l'autre qui est le livre titre. Donc ça c'est plus si vous aimez la lecture. Mes 3 préférés, ceux que j'ai utilisés moi, ça va être Chaos Politics. Ça permet de faire des petits scripts custom, faciles ou très compliqués. Là vous pouvez aller très très loin dans le dev. Et par exemple, moi je l'ai testé dans une banque pour killer des pods et vérifier la résilience des pods sur des clusters Kubernetes. Et les mecs, ils avaient tout bien codé, tout est redémarré, et c'est de l'applicatif bancaire derrière. On n'est pas allé jusqu'à la prod, parce que les chefs étaient assez frileux toujours. Mais vu le niveau qu'on a eu la scorecard qu'on a eu sur la pré-prod, on aurait pu y aller sans problème. Au moins sur ce scope-là. Après, ça c'est bien aussi, c'est toujours pareil, hein, parce que je disais, les clusters Kubernetes c'est très bien, on fait du découplage. Le découplage, ça améliore quoi? Ça améliore pas la performance, ça améliore la résilience de l'applicatif. Par contre, quand vous commencez à avoir un cluster de 200 applicatifs, il faut tester le cluster aussi. Est-ce qu'on a envie de tester le bascule d'un cluster avec 200 applicatifs dessus? Pour ça, il faut commencer petit, bien vérifier les architectures, bien faire des isolations aussi de systèmes entre eux, quand il y a des besoins, et pas non plus faire une offre de service où on met tout, où on aura du mal à le tester, et la qualité, quand ça va tomber, de toute façon, ça va faire mal. Ifmus, ça permet de gérer directement le Chaos Engineering sur Kubernetes. Il y a un dashboard, si vous ne faites pas de code, c'est très bien. Ça se fait en quelques clics console. Je ne sais pas si tu l'as vu, Amine, il me semble que oui d'ailleurs. Et la partie Gremlin, ça c'est un logiciel qui est payant. Donc, eux, ils font aussi des confs à l'international. Vous verrez, chaque année, ils font des confs sur Chaos Engineering. Donc, vous pouvez suivre les vidéos, c'est relativement sympa. Il y a des CEO de boîtes. C'est payant. Par contre, ils développent plusieurs offres. Il y a déjà les connecteurs, c'est pareil. Il y a toute une suite et un accompagnement de la culture. Voilà, ceux-là, je les ai testés, ils marchent. Après, il y en a beaucoup d'autres. Il faudra les tester. CubeDoom, c'est bien que tu déploies. Ouais. Ouais, tu joues à Doom, Tu joues à Doom en plus. C'est pour les gens de mon âge, je sens. c'est pareil. C'est génial ça. Il est assez sympa. Je suis pas sûr qu'à la fin, moi, je suis capable de remonter le cluster, mais si je m'amuse avec les pods, on va les fraguer. Voilà, c'est pour vous si vous avez des questions. Sinon, on a fini pour. Je sais pas regarder là, mais on a fini.